Bonjour, merci. Je vais vous donner quelques petites informations avant la lecture de Loïc, de ce titre de Philippe Besson, « Ceci n'est pas un fait divers ». C'est un livre très fort qui commence par cette phrase « Papa vient de tuer maman ». C'est un livre donc, qui aborde le féminicide du point de vue des enfants de la victime. C'est avec beaucoup de délicatesse que Loïc s'est emparé de ce personnage et s'est mis glissé dans la peau de ce jeune homme confronté à l'innommable. Il a su trouver une façon de ne pas non plus nous apitoyer, de ne pas être dans le larmoyant, mais dans une analyse assez juste de ce que vit le personnage et qui est un témoin du drame, comme on va le découvrir le temps d'une lecture. Je tiens à remercier les éditions Julliard, de la part de Lizzie, qui nous ont fait confiance pour mettre en voie ce texte, mais notamment également le studio Nova et Alice Lestrade, qui nous a accompagnés. Et puis un grand merci à Loïc. Donc à l'époque, c'était la première lecture de livre audio, mais certainement pas la dernière. Merci beaucoup. Bonne écoute. Merci. Donc, bonjour. Philippe Besson, Ceci n'est pas un fait divers. Roman. A.T., dont le témoignage bouleversant a fait germer ce livre. Et pour Sofiane, qui a été magnifiquement présent dans les heures incertaines. Pauline, elle est discrète. Elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt. Elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Big Flo est au lit. Dommage. Ce qu'il y a de scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Simone de Beauvoir. 1. Au téléphone, d'abord, elle n'a pas réussi à parler. Elle avait pourtant trouvé la force de composer mon numéro, trouvé aussi la patience d'écouter la sonnerie retentir 4 fois dans son oreille, puisque j'étais occupé à je ne sais quoi à ce moment-là et que je n'ai décroché qu'à la dernière extrémité. Finalement, elle m'avait entendu crier son prénom dans une sorte de précipitation, car j'étais tracassé à l'idée d'avoir manqué l'appel. Mais au moment de s'exprimer, aucun son n'est sorti. Aucun. Comme si soudain, elle était devenue muette. Et en réalité, c'était ça, exactement. Elle était devenue muette. Sous la violence du choc. Moi, je ne savais rien du choc. Je savais juste que ma petite sœur m'appelait, ce qu'elle ne faisait qu'en de très rares occasions. On ne se parlait pas beaucoup. Et généralement, c'était en tête-à-tête, lorsque je rentrais le week-end. Et si j'étais un peu surpris, je n'étais pas vraiment inquiet. L'inquiétude a déboulé quand j'ai entendu son souffle. Son souffle seulement, dans le téléphone. Sa respiration. La respiration de quelqu'un qui suffoque. Voilà, ça ressemblait à une suffocation. Alors, j'ai recommencé à m'exclamer, j'ai dit « Léa, Léa, c'est toi ?» Et pas de réponse. J'aurais pu penser « Elle me fait une blague » ou elle a appuyé sur la touche correspondant à mon contact par inadvertance et elle ignore que je l'entends. Ce sont des choses qui arrivent. Mais je n'ai pas pensé ça. J'aurais pu imaginer qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre au bout du fil, une personne qui lui aurait subtilisé son portable ou qui téléphonerait à sa place parce qu'elle en serait empêchée, mais je ne l'ai pas imaginé. J'étais certain que c'était bien elle. Ce souffle, même court, même déformé, était le sien. Ça ne faisait aucun doute. Je ne pouvais pas me tromper. Ça avait à voir avec l'intimité. C'est même la preuve de l'intimité, ce genre de certitude. Comme elle ne disait toujours rien, j'ai insisté, avec de la douceur cette fois-ci, en gommant toute angoisse, en n'y mettant aucune exaspération non plus, à croire que j'avais deviné qu'il fallait être gentil. Et elle a enfin pu s'exprimer. Elle a murmuré. Il s'est passé quelque chose. Je me souviens très bien de la sensation de glace le long de mon échine. J'étais assis sur le tabouret devant la petite table de cuisine de mon studio et je me suis aussitôt redressé sous l'effet du froid. J'ignore pourquoi ce souvenir est si précis quand tant d'autres, demeurés flous,
ont exigé des efforts considérables pour que je parvienne à les reconstituer. Il faudrait que j'en demande l'explication à ma psy. Je suppose que certains instants décisifs sont inoubliables, et parfois on sait, tandis qu'ils se produisent, qu'ils sont en effet décisifs. Je n'ai pas demandé « il s'est passé quoi ?» J'en aurais eu largement le temps, puisqu'avant de poursuivre, Léa a laissé s'écouler plusieurs secondes, au moins une dizaine. Les secondes qui lui étaient nécessaires pour reprendre le dessus et réussir à nommer l'innommable. Je devais soupçonner que ça ne servait à rien de formuler une telle question, car ma petite sœur allait parler désormais, malgré sa voix anémiée, malgré son souffle resserré. Elle était l'unique détentrice d'une vérité, et elle allait la révéler, ça lui appartenait. Elle avait téléphoné dans ce seul but. Me choisir s'était imposé comme une évidence. Elle avait été paralysée au tout début, puis en proie à une vive émotion, mais elle en était capable. Elle dirait ce qu'elle avait à dire. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit « Papa vient de tuer maman. » 2. Léa avait 13 ans, moi 19. On n'était pas taillé pour une calamité de cette nature, de cette ampleur. Personne ne l'est, évidemment. Sauf que nous, ça nous est tombé dessus. 3. D'autres que moi auraient hurlé un « Quoi, qu'est-ce que tu racontes ?» Demander qu'on répète pour s'assurer d'avoir compris. En fait, ceux qui demandent qu'on répète ont compris. Simplement, ils obéissent à un réflexe pavlovien. Ils n'y croient pas. Et ils ne peuvent pas y croire. Ou ils sont dans une forme de déni. Moi, je n'ai pas hurlé. Pas protesté. En revanche, j'ai ânonné un « comment ?» Exiger des éclaircissements, chercher à connaître les circonstances exactes, la façon dont les choses s'étaient produites. C'est cela qui est venu. Ça ne pouvait pas demeurer aussi général, aussi colossal. Il fallait des détails, du concret, du substantiel, du tangible. Il fallait des frontières, des lisières. Léa n'a pas répondu. J'ai mesuré, trop tard, qu'on ne devait pas poser ce genre de questions à une enfant de 13 ans. Encore moins à la fille de la victime. Alors j'ai réduit mes exigences, baissé d'un ton et émis l'hypothèse qui m'a paru la moins effroyable, celle en laquelle je plaçais un dernier espoir, sans y croire pourtant. Il n'a pas fait exprès. Elle s'est contentée du strict minimum. Si. Un si calme, définitif, qui nous envoyait droit en enfer. Là, je me suis tue à mon tour. Abasourdi. Assommé par la nouvelle. Écrasé par elle. Il faut le reconnaître, c'était tellement énorme et tellement inattendu. Encore aujourd'hui, quand il m'arrive de convoquer les mots murmurés par Léa pour les réentendre dans ma tête, ou d'ailleurs ils me parviennent avec une acuité confondante et une facilité désarmante, je continue d'être stupéfié et démoli. Je reste ébloui qu'ils aient été prononcés un jour. Ensuite, j'ai été dévasté, je crois. Oui, c'est un abattement qui s'est produit juste après. Ma mère était morte. Ma mère qui comptait tant, que j'aimais. Le vilain mot. D'ailleurs, je ne l'avais jamais prononcé, idiot que j'étais. Et dont j'allais être privé pour toujours, alors que j'entrais tout juste dans l'âge adulte. Cette nouvelle allait m'y précipiter, comme on jette une friture dans de l'huile bouillante. Cette image déroutera sans doute, elle est cependant la plus juste. Le chagrin m'a envahi. Il n'a pas provoqué de sanglots, ni même de larmes. La stupeur, ça stoppe les épanchements. Mais il s'agissait bien de chagrin. Il s'agissait bien d'affliction, de désolation, appelez ça comme vous voulez. J'ai aussi éprouvé un sentiment d'horreur. Ma mère avait succombé à une mort violente. On croit toujours que la mort de ses parents surviendra tardivement, calmement, quand on aura eu le temps de s'y préparer. On redoute la maladie. On écarte l'hypothèse de l'accident par manque d'imagination ou par superstition. On n'envisage jamais le meurtre.
Jamais l'exécution. Ça n'arrive que dans les films ou dans les journaux à scandale. Puis a surgi l'indignation. Ma mère venait de perdre la vie alors qu'elle se trouvait sans défense, ou en tout cas qu'il lui était impossible d'avoir le dessus. Elle était une femme menue quand mon père était une force de la nature. Face à lui, elle n'avait pas la moindre chance de s'en sortir. Qui plus est, l'apprendre par téléphone rendait le tout encore plus irréel et ahurissant. J'étais perdu. Absolument perdu. C'était ma faute aussi. Je m'étais beaucoup éloigné et depuis longtemps. Je devrais en reparler. Quand je raconte, on pourrait croire que cet enchaînement d'émotions a duré longtemps. Mais non, à peine une poignée de secondes. C'est extraordinaire tous les états qu'on peut traverser en une poignée de secondes. La respiration de ma petite sœur dans le combiné a tout renvoyé au second plan. Il y avait des urgences à gérer, et j'étais celui qui devait les gérer. N'est-ce pas aussi pour cela qu'elle m'avait appelé ? 4. Tu es où, là ? Dans la cuisine. Seule ? Avec maman. Elle a dit « maman », comme si notre mère était encore en vie, encore une personne vivante, comme si rien n'avait changé. J'ai dû réprimer un sanglot. Puis j'ai visualisé la scène. J'ignorais toujours les circonstances, mais il n'était pas difficile d'imaginer le cadavre au sol, du sang autour. Quand je dis pas difficile, qu'on ne se méprenne pas, évidemment c'était horrible, et même insoutenable. Mais ça relevait de la déduction, du raisonnement, d'autant que je connaissais parfaitement la topographie des lieux. J'ai donc vu Léa près du cadavre de notre mère. Qu'on me permette de m'arrêter sur cette étrangeté. La scène, je ne l'ai jamais vue pour de bon. C'est pourtant elle qui continue de me hanter. Et papa, il est toujours là ? Non, il a foutu le camp, je sais pas où. De nouveau, j'ai imaginé. C'était ma façon de corriger mon éloignement, mon absence, ma défection à l'instant le plus considérable. Il avait reculé d'abord, sans doute un peu hagard, avant de décamper comme un trouillard, un lâche. Peut-être n'avait-il même pas claqué la porte en sortant. Dans l'allée devant la maison, il avait tangué, tel un homme ivre. J'ai immédiatement effacé cette image, parce qu'elle atténuait la portée de son geste. Tu es absolument sûr que maman est... Oui. Je ne nourrissais guère d'espérance, mais quand on n'a jamais été en présence d'un cadavre auparavant, on peut se tromper, non ? Les coups portés, s'il s'agissait bien de coups, auraient pu ne pas être fatals. Sauf que le « oui » a été net, lui aussi. Léa avait beau être bouleversée, son intelligence était intacte. J'apprendrais qu'elle avait pris son pouls, encore une vision insoutenable. Et dans cette tempête, les faits établis, les vérités simples constituaient pour elle une boussole. J'ai conscience de ne pas avoir terminé ma question, de ne pas avoir prononcé le terme fatidique. De cela aussi, je suis certain. Après coup, je me suis demandé si j'avais buté sur la réalité, à la façon d'un cheval qui renonce devant l'obstacle, si j'avais manqué de courage, ou si j'avais souhaité ne pas rajouter de la violence. Je crois maintenant que Léa m'a coupé, que c'est elle qui a choisi de me protéger. Toi, tu n'as rien ? Non. Il ne s'en était pas pris à elle. J'ai failli ajouter « Dieu merci », sauf qu'il n'y avait aucun Dieu à remercier, et s'il en existait un, il était plutôt à blâmer. Il serait temps plus tard de déterminer si mon père l'avait menacé, s'il avait tenté quelque chose, ce qui ajouterait encore à l'effroyable. Mais ce qui importait, c'est qu'elle fût saine et sauve. Ce serait l'unique bonne nouvelle de cette journée d'apocalypse. Ne reste pas dans la cuisine, s'il te plaît. Monte dans ta chambre, ferme-la à clé et n'en sors pas. Il était fondamental de la mettre à l'abri.
et surtout de la préserver du spectacle terrible qui s'offrait à elle. Si, moi, j'étais déjà en proie à l'effarement et à la panique, alors dans quel état pouvait-elle se trouver? D'autant qu'elle avait peut-être même assisté à la mise à mort. Mais cela, je n'ai pas osé le lui demander. On en parlerait les yeux dans les yeux. Ou va chez Madame Bergeon, si tu préfères. J'improvisais. Rester dans la maison, même porte close, pouvait sembler rassurant, mais se révéler dangereux si notre père revenait. Se réfugier chez la voisine offrait davantage de sécurité. À moins que le meurtrier, c'est ainsi qu'il devait être désigné, n'est-ce pas, ne rôde encore dans les parages. Elle a dit « Je préfère ma chambre ». Un univers rassurant pour elle, un cocon, un endroit où il ne pouvait rien lui arriver. Cela étant, dans une cuisine non plus, il n'est pas censé arriver quoi que ce soit. Dans une cuisine non plus, on n'est pas censé se faire tuer. J'ai répondu « Comme tu voudras ». J'ai poursuivi « Je préviens la police. Ils seront là rapidement, et moi je prends le premier train. » Elle a dit « D'accord. » J'ai ajouté « Je t'appelle quand je serai dans le TGV. » Je ne te laisse pas, hein? Je ne te laisse pas. Elle a redit « D'accord. » Merci beaucoup. Alors, pour ajouter un tout petit commentaire de lecteur, d'avoir celui qui a lu tout, si vous avez la curiosité, enfin, si ce début a suscité votre curiosité, la suite ne vous décevra pas, je pense. Elle est vraiment, vraiment super. Voilà. Merci beaucoup.